Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, rebonjour, monsieur le témoin. La Chambre a été informée que vous ne vous sentiez pas bien. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Monsieur le Président, ça va mieux. Okay, if you Le président, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'accord? floor to Le président, je donne la parole à monsieur Demirjian du bureau du procureur qui va poursuivre et terminer son interrogatoire. Moi, j'ai quelques questions à vous poser maintenant vis-à-vis à ce qui s'est passé le jour de l'arrestation de M. Laurent Gbagbo. Donnez-nous des réponses précises, mais si j'ai besoin du contexte, je vous demanderai des détails. Mais allons droit au but, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord? Alors, le jour de l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, où étiez-vous? Je me trouvais au palais présidentiel. Et est-ce que vous êtes resté un certain temps par la suite? Et jusqu'à quand? Je suis resté jusqu'au lendemain. Le lendemain, le 12, jusqu'à 14 heures, parce que, bon, on avait peur de sortir. Je sais qu'il a marqué 14 dans l'interview, hein, donc il va le rectifier. Voilà. C'est un peu un oubli. Et bon, parce qu'il y avait l'armée française et le FSI qui était déjà occupé une grande partie du plateau. Donc, même si on sortait du palais, on ne savait pas comment replier parce que on ne savait pas au juste s'il y avait des couloirs afin qu'on puisse replier. Donc nous étions restés là jusqu'au 12. Et puis on avait des rumeurs qui faisaient état de ce que on allait avoir aussi de l'aide extérieure aussi. Voilà, donc ce qui a fait qu'on a attendu. Et donc ce jour-là, le 12, vous êtes allé où? Le 12, nous avons rejoint la base navale qui est dans la commune d'Atekoubé, la base navale de la marine à Lokodjoro. D'accord. Et qui avez-vous retrouvé à la base navale de Lokodjoro? Il y avait déjà des chefs de guerre libériens qui étaient déjà là. Il y avait d'autres commandants aussi du GPP, dont Magui Lotoka et Chang, tout ça qui était aussi là. Il y a le commandant Konan, il avait déjà récupéré en tout cas la majorité des armes qui étaient à la poudrière de la base navale. Il avait évacué avec une bonne partie de ces éléments. Donc, lorsque nous sommes arrivés, il y avait des FDS aussi qui étaient à la marine aussi. Pouvez-vous nous dire quels éléments des FDS étaient à la marine ce jour-là? Il y avait des marins, il y avait aussi des militaires parce que bon, il y avait aussi, parce que comme on dit, il y avait des combattants même du GPP aussi qui étaient en tenue militaire, donc on ne pouvait pas différencier. Mais la plupart des FDS qui étaient en position au plateau et certains qui étaient à Cocody avaient rejoint aussi la base navale, ainsi que ceux qui étaient déjà à Yopougon en ce moment. Qui contrôlait Yopougon à ce moment-là?
En ce moment, c'est nous qui contrôlons Yopougon. Et le commandant Conan, est-ce que vous avez son nom complet? Conan Boniface. Et pour combien de temps est-ce que vous avez contrôlé Yopougon suite à l'arrestation du président Gbagbo? C'était jusqu'au lundi qui a suivi. Jusqu'au lundi qui a suivi, parce que jusqu'au lundi qui a suivi, les forces républicaines ont réussi avec l'armée française, ont réussi à déloger tous les combattants qui étaient à Yopougon. Est-ce que vous avez quitté Abidjan à un moment donné? Oui, oui. J'ai quitté Abidjan le 17. 17. Abidjan le 17. Le dimanche qui a suivi. Parce qu'il y avait un temps de cesser le feu au niveau de Yopougon. Donc ça, c'est vraiment que j'ai quitté Abidjan. There seems to be a problem here. On dirait qu'il y a un problème. Il semble y avoir un problème. In the headphones. Je n'entends plus rien dans mon casque. Monsieur MacDonald, toute cette partie de la salle ne fonctionne pas. Je ne sais pas si mes confrères peuvent entendre en face. Maître Shea, le son avait coupé un instant, mais c'est revenu. Monsieur MacDonald, le président plutôt, du côté du procureur, apparemment on n'entend pas. Monsieur MacDonald, pourrions-nous demander à un technicien de venir régler le problème puisque nous n'entendons rien avant de poursuivre? Le président, oui. La greffière d'audience. Le technicien est parmi nous ici, en salle d'audience. We don't see him, but he's here. Le président, nous ne le voyons pas, mais il est là. But the technician is working on the wrong side, I think. Le président, je crois que le technicien travaille du mauvais côté. Test. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que vous entendez le canal français? Est-ce que vous entendez le canal français? Ça sort du haut-parleur. Je m'entends moi-même. Maître Shea, j'ai également perdu le son. De nouveau. We are giving a very bad example to the public. Le président, c'est un très mauvais exemple que nous donnons à notre public.
I was assured in a few seconds it should work. Le président, on m'assure que tout va marcher dans quelques secondes. J'imagine qu'ils nous entendent dans la salle d'audience 2 ou 3, je ne sais pas. I think we're back on. Monsieur Demirjian, j'ai l'impression que cela remarche. Est-ce que vous m'entendez en français? Maître Shea, est-ce que... Maître Shea, oui, j'entends, mais il y a un écho très fort. Le président, moi aussi. Maître Shea, je m'entends également, en même temps. Le président, je m'entends moi-même en écho dans mon casque. Yes, I was. Le président, on me conseille de baisser un peu le volume et cela va remarcher. Je n'en suis pas certain. Maître Shea, oui, je viens de faire un petit essai, ça a l'air de marcher. Le président, ça va? Monsieur Demirjian, est-ce que cela remarche? Le président, vous avez un problème? Dans le box là. But I can hear it perfectly. Le président, j'entends parfaitement. C'est répété dans le box qui est devant moi. Yeah. Le président, bon. Ah, apparemment, j'ai le même problème maintenant. Voilà. Allô, allô. Yes. But if I speak, Le président, lorsque je parle, est-ce que vous m'entendez dans votre casque? Si vous dites non, cela signifie que vous m'entendez, parce qu'autrement, vous ne pourriez pas répondre à ma question. Je vous entends, mais sinon dans les oreilles, ça ne marche pas. the technician is on his way again. Le président, le technicien va nous rejoindre sous peu. So it would be now only a problem for the Bagbo defense, right? Bon, si je comprends bien, il n'y a que du côté de la défense qu'il y a un problème. Du côté de la défense de M. Blégoudet. Now we've lost it. We've lost. Too much technology, I think. Le président, on a peut-être un excès de technologie.
now? Is it working? Est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que ça marche? Oui. Monsieur Demirjian, maintenant nous n'entendons plus. La greffière d'audience. On me demande de tester le système à partir de ce micro. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez? Monsieur MacDonald, ne pourrions-nous pas faire une petite pause de manière à ne pas trop stresser le technicien puisque le public l'observe, il essaie de régler tous ses problèmes. C'est difficile pour lui. Le président, oui, j'ai compris. On va faire une petite suspension. Merci de nous le signaler lorsque tout est prêt. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, nous allons retenter le cours. On se croise les doigts. Je donne la parole à Monsieur Demirjian pour poursuivre son interrogatoire. Vous avez la parole, Monsieur Demirjian. Merci, Monsieur le Président. Vous avez quitté le dimanche, le 17 avril. Vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends. Ok. Vous dites que vous avez quitté le dimanche, le 17 avril. Et vous nous avez dit que les FRCI sont rentrés le lundi. Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous avez quitté un jour avant leur entrée à Yopougon. Oui, Est-ce exact? Exact. D'accord. Entre le 12 et le 17 avril, durant cette période où vous étiez là, quelles étaient les activités des mercenaires libériens et des éléments du GPP? Bon, nous participions, nous menions des combats au niveau, parce que les zones de combat étaient plus les points d'entrée d'accès à Yopougon. Donc, le quartier dit Sable dont j'avais déjà parlé, au niveau aussi du quartier de Jesco aussi, au niveau aussi de Mosikro, par exemple. Et souvent, bon, ce week-end faisait des incursions, bon, jusqu'à quand même vers les quartiers, les nouveaux quartiers, d'autres aussi, d'autres quartiers comme le quartier Maroc aussi. Mais, souvent aussi, bon, il y a eu un moment aussi où ils ont pu arriver jusqu'au niveau de Yopougon Koweït, qui n'est pas loin de la base. Lors de ces opérations, est-ce qu'il arrivait que le GPP ou bien les forces libériennes arrêtaient des individus suspectés de collaborer avec les forces nouvelles ou le FRCI à ce moment-là? Oui, il y a des personnes qui étaient dénoncées par la population dans un quartier. La population disait par exemple que c'est ceux-là qui, voilà, on les a tapés en train de communiquer avec le FSI, en train d'indiquer vos positions ou bien d'expliquer comment est-ce que la résistance armée qu'on avait mis en place au niveau de Yopougon, comment est-ce qu'elle était organisée ou bien comment est-ce qu'on était disposé. Et une fois que vous attrapez un individu en train de communiquer avec le FRCI, que se passait-il? Que faisiez-vous avec cet individu-là? J'étais abattu parce qu'à ce moment-là, on n'arrêtait personne pour le mettre en prison.
Comment savez-vous cela, qu'ils étaient abattus? Dans cette période-là, c'était un peu fréquent. Parce que bon, la population même, la population aussi fait ses propres règlements de compte. Hein. Et bon, c'est vrai que vous avez posé la question au niveau des éléments du GBP et des Libériens. Mais hormis ces deux groupes dont vous avez parlé, la population aussi faisait leur propre règlement de compte. Donc, c'était sur les personnes, la majorité des personnes que les éléments du GBP arrêtaient, soit tabassaient, soit exécutaient. C'était sur dénonciation, à peu près du temps de la population. Bien souvent aussi, lorsqu'il y avait des affrontements, des éléments qui n'arrivaient pas à replier en même temps aussi avec les unités, les contingents qui n'arrivaient pas à replier, qui restaient derrière, soit parce qu'ils étaient blessés, bien soit parce qu'ils avaient été isolés lors des combats. Il y avait aussi des pillages aussi dans certains domiciles, des personnes, comment on dit, soit des djoulas, soit des gens peut-être qui étaient des membres du RHDP qui étaient connus, dans ce quartier-là. Donc c'était comme des règlements de compte et puis aussi de l'intimidation aussi. Donc, par rapport à cette population que vous avez mentionné qu'il y avait du pillage et des règlements de compte. Est-ce que vous avez vu des règlements de compte? Bon, les Libériens, par exemple, là, eux, bon, puisqu'ils ne savaient pas bien, la plupart ne savaient pas bien s'exprimer en français. Donc, eux, lorsqu'ils croisaient quelqu'un, ils demandaient, bon, c'est Gbagbo ou bien c'est maison. C'est-à-dire, euh, est-ce que vous êtes partisan de Gbagbo ou bien, bon, si c'est la maison, bon, comme le logo du RDS, c'est une case. Donc, si c'est des gens qui sont du RDS, bien soit ce sont des gens qui sont des partisans de M. Gbagbo. Donc, souvent, à certaines personnes qui ne comprenaient pas, ils pensaient qu'on leur demandait s'ils allaient à la maison bien, ou pas, un truc comme ça. Donc, ils pouvaient répondre oui, maison. Donc, et tirer sur lui. Parce qu'il a dit oui, c'est maison. Donc, bon, souvent, ça, il y avait des altercations, nous, souvent, à ce sujet-là. Il faut dire que aussi, là-bas, eux, c'est pas leur pays. Donc, ils ont vu que la guerre était prend fin et ils cherchaient à piller, passer les banques, tout ça, pour avoir de l'argent. Puis, après, lorsqu'ils allaient rentrer chez eux, bon, les... Juste pour être clair, ça c'est, comme vous l'avez dit, c'est la population d'Ioula ou bien des membres du RHDP. Est-ce bien cela? Oui. Vous nous avez dit, il tirait, donc vous parlez des miliciens, il tirait sur lui. Est-ce que ça vous l'avez vu vous-même? Oui, c'était bon. Dans cette période-là, ces gens d'agissement étaient fréquents. Parce que à cette période-là, bon, on ne peut plus distinguer qui était qui, parce que vraiment, c'était un peu plus, c'était vraiment difficile de maîtriser qui que ce soit. Parce que tout le monde était, la plupart des combattants, même si c'était les FDS, même les éléments, la plupart aussi étaient en tenue civile. Parce que là, c'est plus facile de distinguer qui était qui. On peut différencier les Libériens, mais entre nous, les Ivoiriens, là, c'était un peu, quand même devenu un peu difficile de se distinguer. C'était juste par euh, les codes verbaux qu'on s'était donnés, c'est par là qu'on se reconnaissait.
Et juste pour bien compléter cette partie de votre témoignage, lorsque vous dites qu'il tirait sur eux, pouvez-vous expliquer quel était Quand il dit le tirer, résultat? quand il dit tirer, d'abord, je parle des fois des libéraux et aussi mes éléments. Comme je l'ai dit, c'était à l'appréciation des personnes qui étaient sur les lieux. Parce que d'abord, tout le monde n'a pas. Je m'excuse. Ce n'était pas là ma question. La question est de savoir quand il tirait, quel était le résultat, juste pour qu'on complète bien votre réponse. Quand il tirait, bon, ça dépendait. Hein, ça occasionnait la mort. Pas sur les champs, ça dépendait. Parce que bon, tirer sur quelqu'un, c'est pas forcément que la personne meurt. Ça dépendait de l'endroit où la personne aura reçu la balle. Et si aussi, cette personne peut recevoir aussi des soins à temps. Le fait était qu'il y avait des cas où les gens étaient tués comme ça. Très bien. Avant de terminer, j'ai 2 clarifications à vous demander, monsieur le témoin. Ce matin, si vous vous rappelez, je vous avais demandé, vous avez posé des questions par rapport à l'appel officiel qui avait été émis par le ministre Blé Goudet. Et vous nous avez parlé de cet appel. Vous avez dit qu'il était télévisé, mais que vous n'y étiez pas présent. Alors, la première question, c'est télévisé, est-ce que vous l'avez vu vous-même? Non, je ne l'ai pas vu moi-même, mais les éléments en parlaient puisque c'était lors d'un meeting. C'était lors d'un meeting. Donc, les éléments en parlaient. Moi, je n'ai pas, moi, précisément, comme j'ai dit là, je n'y ai pas assisté. Et lorsque vos éléments vous en parlaient, quel était le message exact de cet appel? Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. C'est vrai que pour gagner du temps, je n'ai pas voulu objecter depuis longtemps. Il y a plusieurs fois que je pouvais objecter. Mais je pense que le témoin a répondu à cette question longuement et largement. Il a donné avec force détail la déclaration en guillemets qu'il aurait entendue. Il a même déjà donné le lieu où avait eu cette déclaration. Et donc, je pense que c'est une répétition qui ne s'avère pas utile. We actually didn't get those details, Your Honor. That's why I'm going back. Monsieur Demirjian, en fait, je n'ai pas obtenu les détails que je souhaitais. C'est pourquoi je voulais revenir là-dessus. Le président, veuillez poursuivre. Maître Hochet. Mais il y a une autre difficulté, n'est-ce pas? Si le témoin nous dit que cela lui a été rapporté, que c'était un message télévisuel, il est assez difficile de lui poser la question de savoir quels étaient les mots exacts prononcés par M. Blé Goudet. Very well. Mr. Demirjian, please. Président, Monsieur Demirjian, allez-y. Mais ne laissez pas le témoin se lancer dans des conjectures ou nous relayer des rumeurs de rumeurs. Allons au fait. Monsieur le témoin, peut-être qu'une meilleure question à vous poser, c'est de dire, lorsque vos éléments vous ont relaté cela, quelle a été la réaction d'après les informations que vous avez reçues? Alors sur le terrain, après cet appel, qu'est-ce que vous avez pu constater? Donc, comme je vous l'ai dit, que nous-mêmes déjà avant, on avait déjà ces mêmes instructions-là, de bloquer l'achat de l'ONU. Donc, c'était juste que les autres franges de la population qui ont commencé aussi à mener aussi ces actions-là. Nous, à notre niveau, on avait déjà commencé à faire des barrages depuis longtemps, avant même que cette information ne nous soit pas parvenue. Ça n'a juste fait que donner une plus grande propension à
à ces agissements-là. D'accord. Une dernière clarification à vous demander, monsieur le témoin. Ce matin, je vous ai demandé si vous aviez vu le général Dogboblé à la résidence. Hein, vous nous avez dit que vous ne l'avez pas vu. Est-ce que vous l'aviez aussi vu au palais présidentiel? Oui, oui. Est-ce que vous lui avez parlé? Parce que moi, je lui ai parlé, mais il nous a parlé. Voilà. Et moi, je lui ai parlé parce que c'est lui qui adressait les éléments qui étaient palais. Pas moi, personnellement, que lui. C'était quand? C'était fin mars 2011. Et que vous a-t-il dit? C'était le même message du papa à notre intégration. Puis, je crois qu'il devait avoir un cessez-le-feu qui était en train de négocier. Donc, nous, on devait, pas où ce cessez-le-feu-là serait effectif, on devait déplacer l'armement de la base du DMI qui était à Cocody. Nous qui étions au palais, on devait envoyer une partie de cet armement là au palais. Puis bon, d'autres aussi allaient l'acheminer aussi vers la résidence. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de particulier par rapport aux opérations et au travail que vous meniez au sein du GPP? On nous a félicité. Il nous a félicité. Que c'est la décision de nous intégrer d'office, c'était parce que bon, j'étais satisfait du travail qu'on avait, du travail qu'on faisait à leur côté. D'accord. Et vous a-t-il informé cette décision de vous intégrer? Elle venait d'où? Et que la décision venait du président de la République. Monsieur le témoin, je vous remercie de votre... Pardon? Pardon. Vous avez mentionné le DEMIR. C'est quoi cet acronyme? Le DMI, c'était une unité spéciale de la Marine nationale qui était commandée par le commandant Conan Boniface. Attendez juste pour voir si c'est bien sorti dans les notes. Le DMI est des divisions marines d'intervention rapide. Monsieur le témoin, je vous remercie de votre patience. Cela complète mes questions. Your Honor, is that... Madame, Messieurs les juges, j'en ai terminé avec mon interrogatoire. Le président, merci, Monsieur le procureur. J'ai une petite question de clarification à demander aux témoins. À la page 79, ligne 5 de la transcription en anglais. Question posée par Monsieur Demedjian. Et vous répondez... Non, au cours de cette période, en fait, on ne pouvait pas vraiment distinguer qui était qui. Il était très difficile d'identifier qui était qui. Alors, un peu plus tard, vous avez essayé d'expliquer la chose, mais en tout cas, je ne pense pas que ça a été extrêmement clair. Alors, pourriez-vous vous expliquer à nouveau et nous dire pourquoi il était... Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous avez dit qu'il était difficile de distinguer qui était qui, de savoir qui était qui? And what are the consequences? Et quelles sont les conséquences, bien sûr, de ces difficultés d'identification, du fait qu'on avait du mal à savoir qui était qui? Merci, Monsieur le Président. Donc, quand j'ai dit qu'il était difficile de savoir qui était qui, c'est-à-dire qu'il était difficile
juste au vu de savoir à quel corps ou bien à quelle organisation appartenait un individu armé en ce moment-là, parce que ce soit nous, le monde des GPP, et que ce soit les FDS, en tout cas, la majorité, nous étions en tenue civile, parce que même au palais présidentiel, avant que nous délocalisions vers Yopougon, début du mois d'avril déjà, on avait reçu les instructions du colonel Moudi de se mettre en tenue civile, et on avait juste des gilets, couleur treillis qu'on mettait sur nos vêtements, qui nous permettaient de se reconnaître. Parce que lorsque nous avions auparavant délogé FSI au niveau de l'état-major, ils avaient emporté des tenues qui étaient à la garnison de l'état-major. Donc, ils avaient des tenues des différents corps des FDS qu'ils avaient porté. Donc, on ne pouvait pas, si on se mettait dans ces mêmes tenues-là, on allait avoir des problèmes à se différencier lors des combats. Donc, déjà, à partir du début avril au palais, on était en tenue civile. Et quand je parle d'on était en tenue civile, je parle des éléments au niveau des FDS ou même du GPP qui étaient là, mais qui prenaient part au combat. Je ne parle pas des officiers qui étaient à la salle de transmission, mais ceux qui étaient chargés du dispositif de sécurité au palais. Donc, jusqu'à Yopougon, les FDS qui étaient là avaient enlevé les tenues et ils étaient en tenue civile. Donc, c'est juste par des codes, comme on dit, par des codes verbaux qu'on se reconnaissait. Yes, but which consequences? Le président, oui, mais quelles étaient les conséquences de cette difficulté à reconnaître qui était qui? Est-ce qu'il y avait aussi le problème peut-être de tyrannie Je dis comment c'est que on pouvait dire que chacun faisait ce qu'il voulait, parce que les éléments, par exemple, les commandants qui étaient dans certains quartiers, bon, qui géraient la zone où j'étais comme bon leur semblait. C'est-à-dire s'ils voulaient piller ou bien s'ils voulaient faire des règlements de compte, bon, ils le faisaient. C'est-à-dire que, à part les rassemblements qu'on faisait le matin à la base navale, bon, au cours de la journée, bon, les éléments qui étaient armés pouvaient avoir des écarts de conduite qu'on ne pouvait pas contrôler. And what about who is who among? Et qu'en est-il quant à savoir qui était qui dans les partis opposés? Parce que pour l'instant, vous nous avez parlé de ce qui se passait à l'intérieur d'un camp de combattants. Mais qu'en était-il de la partie adverse? C'était en particulier les éléments du commandant Chérif Ousmane qui cherchait, avec souvent appuyé par les éléments de l'armée française, essayaient de forcer et nous déloger de Yopougon. But I'm referring to the difficulty to. Mais moi ici, je fais référence à cette difficulté d'identification, puisque vous nous en avez parlé. C'est à ça que je faisais référence. J'ai dit qu'il y avait une difficulté d'identification, mais on avait des codes pour pouvoir quand même arriver à s'identifier. Et en fonction des quartiers, on savait qui gérait les différents quartiers.
Donc, lorsqu'on arrivait dans une certaine position, on s'annonçait. C'est-à-dire ici, lorsqu'on arrive à un certain barrage, on ralentit et on lance le code. Donc, quand eux aussi répondent, on sait que ce sont des combattants aussi du même camp que nous et on progressait. Donc, on savait quand même quelles étaient les zones qu'on contrôlait. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Je crois que cela met un terme. Mais je vous vois de vous, Monsieur Desmédian. Monsieur Desmédian, écoutez, suite à la question que vous venez de poser, j'ai des questions à poser, mais puis-je les poser maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux que je les pose en questions supplémentaires après les contre-interrogatoires de la défense, le président? Une question ou des questions, Monsieur Desmédian? Une question. Une question. Parce que de toute façon, nous n'allons pas commencer le contre-interrogatoire de la défense tout de suite. Donc nous avons un peu de temps, amplement du temps d'ailleurs. Donc vous pouvez poser votre question, Monsieur Desmédian. Monsieur le témoin, vous avez, donc en réponse aux questions du président, vous avez indiqué qu'il y avait certains problèmes d'identification. La question que j'ai pour vous, c'est dans le cadre des incidents que vous nous avez expliqués, les règlements de compte par les miliciens libériens, est-ce que dans ces situations-là, il y avait des difficultés d'identification, ou bien est-ce que la victime était claire? Des difficultés d'identification de la victime. Donc, comme je dis, à cette période-là, c'est notre camp qui contrôlait Yopougon, la grande majorité. Donc, c'était, lorsqu'il y avait des exactions, c'était sur les populations qui étaient proches du RHDP, comme je l'ai dit. Et lorsque vous parlez de population sur les populations proches du RHDP, est-ce que vous parlez de population civile? Les populations civiles. Et dans ces situations-là, est-ce que l'identification posait problème? Comme je l'ai dit là, le plus souvent c'était aussi désignation même des habitants des quartiers parce que dans chaque quartier, les gens se connaissent entre eux. Ils savent eux qui habitent où, qui fait quoi. Donc, c'est aussi désignation de certains habitants même des quartiers même qui disaient ah, c'est là, telle maison-là, c'est des gens des RHDP. Donc, ils sont là-bas qui donnent l'information. Oui, j'ai vu une telle personne en train de communiquer à propos de comment est-ce que vous vous comportez ici, comment est-ce que vous êtes positionné ici, donc donner des informations sur vous. Donc, soit eux-mêmes, eux, voir la population civile elle-même, prenaient les gens qui venaient nous remettre, ou bien soit, et sur indication, que nos éléments intervenaient. Thank you, Your Honors. Thank you very Monsieur Desmédian, merci, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Voici qui conclut l'interrogatoire principal du bureau du procureur. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, je ne vais pas donner la parole maintenant aux équipes de la défense. Nous allons commencer lundi matin. Maître Dri, vous souhaitez prendre la parole? Président, juste pour poser une question à votre chambre en la présence de l'accusation, mais en dehors du témoin. Ça ne prendra pas plus de 2 minutes. Yes, but I was going to. Le Président. J'allais justement demander à Monsieur l'huissier de bien vouloir escorter le témoin à l'extérieur du prétoire. Et puis nous avons un autre sujet à aborder. Je crois qu'il nous reste un peu de temps pour en parler. Je sais que le bureau du procureur a un sujet à aborder avec la Chambre et les parties, mais je n'ai pas bien compris pourquoi il souhaitait le faire à huis clos partiel.
Monsieur MacDonald, je peux le faire en public sans mentionner l'identité du prochain témoin. Le président, oui, c'est cela. Très bien. Votre commentaire porte sur le témoin actuel ou pas, Maître Hendry? So I give you Le président. Bon, je vous donne la parole en premier dans ce cas. Allez-y. Donc, j'ai demandé. Je sollicite le huis clos partiel, s'il vous plaît. So let's go in private session. Le président. Huis clos partiel, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Simplement pour souhaiter à tout un chacun un bon week-end et nous nous retrouverons lundi matin à 9h30 pour poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Il s'agira du contre-interrogatoire de la part des équipes de défense et je pense que c'est l'équipe de M. Blégoudet qui va commencer. L'audience est levée.